Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire le rewind de la semaine 3. Et oui, de semaine 3 déjà, tout passe trop vite. Et pour la première fois sur des rewinds et previews cette année, on est avec GG. Salut GG, comment tu vas ? Salut Alex, écoute, ça va très très bien. J'avais un peu de temps libre, très très envie de parler des matchs de cette semaine. Donc voilà, on a trouvé un petit créneau commun pour se faire ça tous les deux. Exactement, ça fait très plaisir. Un petit épisode très 2023. Ouais. Trop 2023 même. Trop 2023, enregistré le midi, tout va bien. C'est très très bien, on est content. Donc voilà, on va pouvoir vous faire le petit rewind de la semaine de NFL qui vient de se passer. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des blessures, des résultats un peu surprenants. Enfin, vraiment beaucoup de choses qui vont nous donner et du grain à moudre. Mais avant ça, je vous rappelle, suivez-nous partout à le Front Office. On est présent. On est là, hein, comme on dit. X, Instagram, YouTube, Twitch. Suivez-nous. Twitch, d'ailleurs, on aura un live jeudi soir avec la Battle of the Rooks, donc l'épisode d'Alexandre qui nous fait un peu un tour d'horizon des rookies depuis le début de la saison, donc sur le mois en l'occurrence, et puis chaque mois il nous fera un petit classement différent, avec comme but de voir qui sera le rookie offensif et rookie défensif de l'année. Donc si vous avez envie, c'est jeudi à 21h sur notre chaîne Twitch, rejoignez-nous sur le Discord également, où ça discute, et vraiment on en parle souvent, mais parce que c'est vraiment cool. On s'amuse bien. Ça fait plaisir, exactement. Donc tous les liens sont en description, n'hésitez pas à nous suivre. Et en plus, en description, aura un lien pour autre chose que je ferai jeudi et vendredi. Je commenterai les championnats d'Europe de flag football qui sont à Créteil. Je diffuse ça sur la chaîne qui sera en description. C'est sur une chaîne Twitch qui s'appelle Les Outsiders. Et donc voilà, si vous avez envie de venir voir ça et de découvrir un peu l'univers du flag football, n'hésitez pas. C'est jeudi midi à peu près. On fera en fait tous les matchs des équipes de France jeudi et vendredi. Donc venez nous voir. Et merci d'ailleurs à la chaîne Les Outsiders de nous avoir invités, ça fait plaisir. Ouais. Ils cherchaient des experts. Il a fallu venir directement au front office. Ils ont cherché des experts, les autres n'étaient pas dispo, donc ils sont venus nous voir ensuite. Non, je suis sûr que nous étions tête de liste. C'est évident. C'est évident. Non, mais c'est cool quand même, faut le dire. C'est une discipline qui va être aux Jeux Olympiques. Les équipes de France ont des résultats, de ce que j'ai pu comprendre, pas mauvais. Globalement, la fédé de foot américain essaye de bien travailler. Donc, très très cool de pouvoir être associé de près ou de loin à ce genre de projet. Exactement. Et si vous avez envie d'aller voir du flag football, ce qui est très cool pour le coup à voir, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des tickets. Je pense qu'il y en a toujours. Euroflag2025.com si vous avez envie d'aller voir ça. Voilà. C'est à Créteil dans le 94, RERD Pompadour. Vous descendez, vous pouvez pas le louper. Voilà. Exactement. Et voilà, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'il y aura au JO dans 3 ans maintenant. Gigi, question qui nous a été posée sur le Discord et on va y répondre très très vite. C'est depuis le début de la saison, quel favori nous déçoit le plus ? Ouais, je crois qu'il y a une évidence. Vas-y. Je pense que ce sont les Chiefs qui, malgré la victoire face aux Giants, n'apportent pas de garantie dans le jeu, autant en attaque qu'en défense. Même sur les équipes spéciales, Harrison Butker rate des kicks qu'il ratait pas habituellement. Il faut j'ai envie de dire un grand Mahomes. J'ai l'impression qu'il arrive toujours à faire des choses pas mal. Hein. Il fait briller Juju Smith-Schuster et Taquan Thornton. Donc, faut y aller. Mais ouais, les Chiefs. Je suis assez d'accord. Les Chiefs, c'est décevant. On en a parlé assez sur les émissions précédentes. Là, ils gagnent contre des Giants. Je pense pas que c'est ça qui va rassurer. Moi, si je prends un peu des équipes qui gagnent et qui me déçoivent, il y en a deux. La première, c'est les 49ers, qui, je trouve que dans le jeu, sont très proches de ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Après, il y a des circonstances atténuantes. Hein. Ils n'ont pas Purdy, ils n'ont pas Ayuk, ils n'ont pas Kittle. Ils sont quand même en 3-0. Donc, tu as deux axes, hein, ce qui est
ils sont décevants dans le jeu, mais bon, ils gagnent, donc bravo. Et moi, la deuxième équipe qui me déçoit aussi, et pareil, ils sont en 3-0, c'est les Eagles. Alors les Eagles sur les 2 matchs et demi, alors au final ils ont un calendrier d'enfoirés. Hein. Ils ont eu Cowboys, Chiefs, Rams, ils sont en 3-0 et je suis là, ouais, ça me déçoit un peu. Je trouve que dans le jeu offensivement c'est pas dingue, à part quand ils étaient menés de 19 points, ils ont commencé à se réveiller et puis c'est marrant. Quand tu donnes la balle à Jalen Hurts, ça avance et que tu lui laisses faire des choses et pas uniquement des petites courses ou des plays bizarres et qui peut lancer la balle un peu loin, c'est intéressant. Mais globalement, c'est pas l'équipe qui me déçoit, mais plus le coaching des Eagles qui me déçoit. Et voilà. Donc pour moi, c'est ces 2 équipes-là. Et si on doit parler d'un favori juste de division et pas d'un favori au titre, c'est les Texans. Les Texans. Les Texans, c'est cata. Et je sais pas si on en parle un peu plus en détail aujourd'hui. Oui, j'en parlerai. Donc on va se garder ça pour plus tard. Mais les Texans, c'est tristoun. Non, mais c'est un peu ce que je te disais en off, et du coup, je me permets de le dire ici, mais beaucoup de résultats assez bizarres, beaucoup d'équipes qui gagnent, mais il n'y a pas la manière, d'équipes qui perdent, mais qui perdent bien, des absents clés dans pas mal d'équipes qui étaient des outsiders, voire des contenders. Enfin, ce début de saison est assez spécial. Pour ça que je suis assez content d'être là pour en parler aujourd'hui. Exactement. Et bah écoute, je te propose qu'on entame le rewind et on va commencer avec l'employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. Et pour l'employé de la semaine, on va se poser la question, qui est le joueur de la semaine? Et GG, tu as pris le joueur dont je voulais parler, donc je vais te laisser commencer. Ouais, il apparaissait presque comme une évidence à la vue des matchs. C'est Isaiah Rodgers, joueur défensif du côté des Vikings. Globalement, je l'ai mis de lui parce que il a plus noirci la feuille de stats que ses petits camarades, mais c'était une façon de mettre la lumière sur la défense au complet. Alors, il met 2 TD défensifs. Quand même. Oui, non mais voilà. Oui, je l'ai mis parce que fallait bien mettre quelqu'un. Non, mais tu vois... Excuse-nous, GG, qu'Isaiah Rodgers 2 TD défensifs en une mi-temps, ce soit pas ouf. Non, mais je trouve que c'est plus circonstanciel que du juste à son niveau de jeu, tu vois. Donc, il jouait les Bengals menés par Jake Browning. Donc voilà, on le sait, Joe Burrow absent pour plus ou moins 3 mois. La saison, hein. Je pense qu'ils vont le shutdown dès que ça va se mettre à continuer à perdre comme ça. Mais... La semaine prochaine, du coup. Mais en tout cas, pour l'instant, dans les tuyaux, on a un plus ou moins 3 mois et c'est un peu, on verra où on en est au classement avant de prendre une décision. Et donc, il y a une interception retournée pour un TD, un fumble retourné pour un TD. C'est exceptionnel, c'est pour ça qu'on le met ici. Mais vraiment, je voulais souligner tout l'impact de cette défense des Vikings. Vikings qui me font une énorme impression sur ce début d'année. Déjà de ce côté du terrain, Van Ginkel, il continue dans la lignée de ce qu'il faisait. Et en fait, on se rend compte que eux, pour le coup, ils ont perdu le QB qui était censé starter. Ils en ont mis un autre pour cette semaine. Et c'est là où tu vois que c'est une équipe qui n'est pas dépendante des plays de son QB. Et en fait, c'est ça qui est hyper rassurant. Les Vikings de Kevin O'Connell, qui est un génie offensif, reposent avant tout sur une défense de fer. Oui. Et là, ce week-end, Isaiah Rodgers en a été le principal fer de lance. Et pour compléter ce que tu dis, ils ont effectivement pas leur QB. Ils prennent Carson Wentz. Carson Wentz, son record, là, c'est d'avoir démarré pour le plus de franchises différentes consécutivement. Ce qui est, en gros, chaque année, depuis, je crois, 2019, il démarre un match minimum pour une franchise différente chaque année. Ce qui est assez fou. Mais et du coup, tu avais Carson Wentz, mais tu n'avais pas non plus Aaron Jones, ça a été Jordan Mason. Ouais. Tu n'avais pas Addison, qui est toujours suspendu. En fait, tu as 3 joueurs quand même assez importants dans ton escouade offensive qui sont pas là. Et ouais, non, mais c'est assez fou, je trouve, ce que les Vikings arrivent à faire depuis ce début de saison. À part la semaine 1 où ça a été absolument catastrophique. Mais depuis, c'est quand même... Non, attends. Semaine 1 ou la semaine 2? La semaine... j'ai un doute. La semaine 1, ils reviennent. La semaine 2, ils font rien. Et la semaine 3, ils sont bons. Donc ouais, écoute. Je suis d'accord avec toi, les Vikings, c'est quand même assez fort. Et la défense est belle. Ouais. Non, mais Carson Wentz, vraiment, c'est l'intérimaire, quoi. C'est ton gars sûr, il y a un gars malade, tu décroches le téléphone, Carson Wentz, il vient, il fait « Allez, vas-y. » C'est Adéco. Ouais. C'est Randstad. Randstad. C'est lui, en fait.
Ça s'appelait VD Orbis avant. De mon côté, moi j'ai envie de parler d'une franchise Kata parce qu'il y a eu un joueur qui a quand même fait un super match. Et en hommage à notre membre du front office qu'on ne voit pas beaucoup sur les podcasts, je vais prendre son prénom, rajouter Tucker à la fin, et ça nous donne donc Trey Tucker. Et Tucker, pourquoi lui dans un match où les Riders ont assez déçu quand même face aux Commanders, parce que ils ont perdu 41-24. Ouais. Oui, mais il y en a un qui met 18 points à lui tout seul, et c'est lui, c'est Trey Tucker. 8 réceptions sur 9 targets, 145 yards, 3 TD. Je veux bien, éviter de faire des matchs où on parle uniquement des stats. Mais je trouve que Trey Tucker, depuis ce début de saison, c'est une assez belle surprise. J'ai l'impression que c'est presque plus le go-to de Geno Smith que Brock Bowers. Alors, sûrement pas dans les stats, mais dans l'impression visuelle, je trouve que il a pris une vraie place qui manquait, parce qu'on en parlait lors de l'intersaison, dans différents bilans, au début de saison, que chez les Raiders, il y a une place à prendre. On pensait que Jacoby Myers a fait une demande de trade en plus, on pensait que ça allait être plus le numéro 1. Ça l'est pas réellement depuis le début de la saison. Brock Bowers, c'est bon, c'est toujours bon, il n'y a pas de débat, mais les défenses sont peut-être un peu plus adaptées. Trey Tucker, pas du tout. Et donc, assez intéressant, je trouve, ce qu'il fait. Est-ce que c'est ce qu'on a pu voir d'un Metcalf, d'un JSN, d'un Lockett? Non, mais il y a quelque chose, je trouve, et je pense que c'est à surveiller sur les semaines à venir. Et pour ceux qui sont en fantasy football, je pense que c'est un joueur à très très bien surveiller des radars, parce que les Raiders vont très souvent partir de bas. Donc, il va falloir lancer beaucoup. Et si vous avez besoin d'un joueur qui, je sais pas, j'ai besoin d'un mec qui peut faire soit 5 points, soit 45, même faire gagner le match, c'est lui. Donc voilà. Trey Tucker, sur le football de manière globale, je trouve très intéressant. Et donc, je voulais juste en parler rapidement. Ouais, mais totalement d'accord. J'allais dire, c'est le boomer bust par excellence. C'est le gars que tu as envie d'avoir en best ball, parce que les jours où il va faire des lignes de stats comme ça. Et ouais, il bénéficie. Il y a plusieurs choses qui font qu'il a beaucoup plus de targets. Tu l'as dit, il y a eu la demande de trade, Meyers, on sait pas trop. Bowers, beaucoup plus surveillé. Ça a drafté Dante Thorston. Bon joueur rookie. Ils ont pris un autre rookie dont j'ai perdu le nom, Jack Bech. Et en fait, avec un changement de QB, on voit aussi que parfois les targets se répartissent différemment. Et là, l'arrivée de Geno Smith impacte aussi peut-être Brock Bowers, en plus de sa blessure du début de saison. En tout cas, cette attaque illisible des Riders pour les défenses ne les aide pas vraiment à gagner des matchs. Non, effectivement, vu qu'ils ont quand même perdu, comme on disait, contre les Commanders. Et je te propose qu'on passe maintenant au gros dossier. J'ai un dossier énorme, plus gros que la Terre, et celui-là, j'ai mal au ventre. Je me dis, oh my god, je vais devoir le balancer. Et pour le gros dossier, quel événement, que ce soit des matchs, des blessures, des décisions arbitrales, des tendances, plein de choses différentes, une équipe, un joueur, peu importe, tu me parles de ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, GG? Écoute, tu as dit le mot dans la présentation de la catégorie, c'est un de mes marronniers, blessure grave. Il y en a eu des particulièrement marquantes cette semaine. Attends, on peut faire le début on peut faire le début si tu veux. Et on retrouve GG en direct de Philadelphie pour nous parler des blessures graves. Eh oui, mon cher Alexandre, nous sommes au bord du terrain et malheureusement, James Conner sort sur la civière. Sa jambe sortira plus tard d'ailleurs. Ah oui, ouais, les images sont pas belles. Elles sont pas belles. Ouais. Je l'ai vu en direct, c'était... moi qui suis un grand sensible sur ces points-là, j'avoue, j'ai pas regardé le ralenti. Moi, il est sensible. Ouais. Bah, lui, du coup, c'était spectaculaire. Là où Najee Harris va aussi être en fin de saison, alors que ça se voit beaucoup moins. Enfin, sauf si on regarde de très près le mollet et qu'on voit le tendon remonter. Je pensais que c'était sur la blessure de Najee Harris, si vous l'avez pas vu. Si ça avait été une attaque emmenée par Ben Johnson ou les Lions, j'aurais cru que c'était un trick play. En fait, il tombe tout seul. Ouais. Il reste par terre. Et tu te dis... Chelou le trick play. Chelou le trick play. Quand il reste par terre plus de 3 secondes, quand la balle elle est déjà lancée loin, tu te dis c'est bizarre. Ouais. Pauvre Najee. Et on parle quand même d'un joueur qui n'avait pas raté un match quand il jouait chez les Steelers, quoi. Oui. C'était un peu le Captain America des running backs. Et malheureusement, grosse blessure là-dessus. Et une autre... un peu plus bête à mon goût, celle de CeeDee Lamb. On n'a pas encore l'ampleur de la blessure,
Mais disons que quand tu as dans ton effectif un des top 3 running back, que tu as une O-line qui fonctionne bien, et qu'au poste de running back, et Javonte Williams et Miles Sanders arrivent à faire avancer le ballon, pourquoi tu fais courir CeeDee Lamb et tu prends le risque qu'un joueur lui tombe dessus? Et vraiment, j'ai pas compris cet appel de jeu. On espère que c'est rien de grave, mais quand on a vu la cheville tourner un peu, grosse inquiétude. Derrière, il vient se réaligner. On se dit, bon, ok, ça doit être une grosse entorse. Il va jouer pendant que c'est chaud. Ils ont strappé. Et en fait, il fait un tracé. Il sort du terrain et il dit non, je peux pas. Et du coup, grosse inquiétude sur le fait que des ligaments soient touchés. Donc voilà, les blessures qui malheureusement vont donner des opportunités à certains joueurs. Hein, on l'a vu, Trey Benson côté Arizona, Marion Hampton côté Chargers, et peut-être un jour éclosion de Jalen Tolbert côté Cowboys, même si c'est Jake Ferguson qui a surtout profité de l'absence de CeeDee Lamb. Mais voilà, les blessures toujours embêtant à voir, ça nous gâche un peu le spectacle, ça crée des temps morts pendant les matchs et on espère qu'ils vont bien se remettre. Ouais, c'est ça. Et comment dire tu sais quoi, je vais faire la transition tout de suite avec mon sujet. Moi, c'est les Bengals qui ont été absolument catastrophiques face aux Vikings. T'en as parlé un peu avec la défense. Je trouve que globalement, ils ont été nuls. Il y a eu des pick six, il y a eu des fumbles un peu partout. Et enfin, il y a rien qui allait. Et ça fait suite à la blessure de Joe Burrow la semaine dernière. Ou pareil, hein, on en parlait encore une fois, 3 mois minimum de blessure. Et autant, tu vois, CeeDee Lamb, ils ont pris un backup. Ils ont pris George Pickens à l'intersaison. James Conner, t'as Trey Benson qui est là et qui attend depuis 2 ans environ. Ou 1 an, enfin bref, il attend depuis un petit moment. Il n'est pas rookie cette année. Et Najee Harris, t'as Omarion Hampton qui a été drafté au premier tour du côté des Chargers. En fait, ces 3 équipes-là, c'est des blessures qui sont graves parce que c'est 3 joueurs qui sont cruciaux pour leur attaque. Ouais. Cependant, ils ont quelqu'un qui peut les remplacer. Du côté des Bengals, ils ont tellement fait n'importe quoi sur les dernières années, en termes de construction de roster, que si tu perds Joe Burrow, t'as plus rien. Et c'est ouf parce que ils ont Gesicki qui est un bon tight end. Ils ont Chase Brown qui est un bon running back, qu'ils ont chopé dans les tours lointains où franchement c'est une bonne prise. Ils ont T. Higgins, ils ont Jamar Chase. Et en fait, la ligne, elle a toujours été cata. Il y a eu des bons joueurs qui ont été récupérés et qui au final ont été mauvais. Donc, qui ont été cut, je pense à Kappa, notamment, le centre. Ils ont une ligne qui est pas ouf. Défensivement, c'est cata. On le sait. C'est toujours nul. Et ça continue encore. En fait, si tu n'as plus Joe Burrow, tu ne fais plus rien. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis des années et des années. Et là, je trouve que c'est encore plus marquant cette saison. Que si tu retires Joe Burrow, malgré tout le reste du roster que tu as pu essayer de construire, tu ne fais plus rien. Et je trouve ça absolument dingue d'en arriver là pour des Bengals qui ont... le GM, j'ai l'impression qu'il a une immunité depuis qu'il a récupéré Joe Burrow. Alors, il faut rappeler quand même que Joe Burrow, ils ne l'ont pas récupéré au pick 18. Ils l'ont récupéré au pick 1 parce qu'ils étaient nuls. Jamar Chase, ils l'ont récupéré. Oui, ils l'ont récupéré au pick 5. Parce que devant, ça prend 3 QB kata. Excuse-moi, hein, mais c'est Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance et Kyle Pitts qui est pris devant. Donc Jamar Chase, réellement, c'est le numéro 1 des skill players aujourd'hui. Tout le monde pensait qu'il pouvait sortir numéro 1. Il n'a pas été pris pour... Bref, c'est des joueurs qui sont récupérés parce qu'ils sont nuls. Et quand il y a Joe Burrow qui fait une bonne saison, t'es en playoff. Et quand il n'est pas là, tu vas pas en playoff. C'est aussi simple que ça. Tu veux savoir, pour moi, le vrai drame de ce truc-là, c'est que t'as les Bengals qui viennent t'expliquer non, nous on est OK avec Browning, on va continuer avec lui, on trade pas. Il a déjà fait un intérim qui était, bon, un peu bof, mais OK, parce que je sais ce que les gens vont nous répondre, ils vont nous dire ouais, mais n'importe quelle équipe qui perd un gros QB, forcément, elle tourne moins bien. Alors, déjà, les effectifs sont pas forcément aussi mal équilibrés que ça, mais tu prends les Ravens, leur doublure, c'est Cooper Rush. Le dernier intérim qu'il avait fait avec les Cowboys de 5-6 matchs, là, il avait fait un bilan de 4-1 ou 5-1 avec les Cowboys. Tu prends chez les Chiefs, la doublure, c'est Gardner Minshew. On en pense ce qu'on veut, c'est quand même un mec qui a été un peu titulaire, il fera pas du Mahomes, mais il peut te faire un peu avancer une équipe. Tu vas chez les Eagles, Samuel, pareil, on en pense ce qu'on veut, il a déjà réussi à faire avancer la balle. On parle de Jake Browning, le mec avant la première blessure
de Joe Burrow, personne ne le connaissait, personne ne l'avait vu. Enfin, on parle pas d'un mec genre qui a été pick haut, qui a été décevant, qui devient doublure. On parle d'un gars, même en termes de talent, il est plafonné, quoi. J'ai l'impression que c'est la même chose que ce qu'on avait chez les Dolphins avec Skylar Thompson, qui avait fait de l'intérim alors que le mec était 7e tour. Est-ce que c'est une volonté d'essayer de retrouver le Brock Purdy que les Niners ont été chercher super loin? Peut-être, mais je vois pas l'intérêt. Et pour moi, c'est cata. C'est cata. Et en vrai, quand tu regardes, Browning, il fait quoi? Il fait 19 sur 27, mais 140 yards, 1 TD, 2 interceptions. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la feuille de stats, elle est pas belle, mais elle est pas ignoble. C'est juste qu'il y a rien, en fait, qui fonctionne. Et ce qui fait mal aux Bengals aussi, c'est d'avoir joué ce match contre les Vikings qui n'avaient pas McCarthy. Et avant ce match, tout le monde disait, ok, deux gros outsiders à qui manque le QB titulaire, on va voir ce qui se passe, les deux vont devoir s'adapter. Mais en fait, le gap de talent entre le roster des Vikings et le roster des Bengals, il est abyssal. Ouais. Au-delà de ce match, enfin, et le coaching staff, parce que ça c'est encore un autre sujet, mais en plus de mal construire le roster, le mec qui est sur le banc côté Bengals, ça a gerbé, quoi. Et tu vois, je vais te prendre un dernier exemple sur la construction de roster. Est-ce qu'on en parle à un moment? On va pas parler des Colts réellement, mais les Colts, ils ont pris, ils ont fait le choix de se dire, si Richardson ça marche pas, on va chercher Daniel Jones. Ils font chercher Daniel Jones, et avec Daniel Jones ça fonctionne. Je dis pas que les que les Bengals étaient censés aller chercher un QB pour challenger Joe Burrow. Je dis pas ça, mais Joe Burrow, ça fait quand même plein de saisons qu'il est blessé, et je pense qu'investir dans une doublure, ça peut être intéressant, mais malheureusement, tu payes le fait que Ja'Marr Chase, tu le payes 40 millions au lieu de l'avoir payé 32 ans avant, donc tu as 10 millions en moins de dispo. T. Higgins, tu le payes 30 millions alors que tu aurais payé 20 2 années avant, donc tu as encore 10 millions de moins de disponibles. Donc ça te fait 20 millions que tu peux pas investir sur des joueurs parce que tu as voulu attendre le dernier moment. Et je ne comprends pas pourquoi tu fais ça quand le salary cap fait que monter. Mais peut-être qu'ils espéraient que le salary cap monte plus haut que ce que les joueurs allaient demander. Je trouve toujours ça stupide. Mais voilà, tout ça pour dire que la construction d'un roster est quand même très 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 importante, même si tu as un QB qui peut être générationnel que tu as pris au tour 1. Et je vais en profiter pour faire un parallèle, mais loin d'être la même chose entre Burrow et le QB dont je vais parler. Mais Cam Ward du côté des Titans, je pense qu'il va falloir faire quelque chose autour de lui assez vite parce qu'on voit des flashs qui sont intéressants. Et j'ai pas envie que ça fasse une Joe Burrow qui soit entouré par personne. Et voilà, donc attention parce qu'il y a eu des belles choses du côté des Titans, même s'ils en prennent 41. Mais ils prennent 41 points défensivement et ils mettent que 20 points en attaque, dont un pick six, attention. Ouais. Mais voilà, je vais rester sur les Bengals pour juste dire attention et essayez de construire mieux vos effectifs, messieurs les Cincinnatons. Franchement, on sait que le GM des Bengals écoute cet épisode. Du coup, un conseil. Le GM des Eagles, l'offensive coordinateur des Eagles, on a pu voir qu'il était sur le Discord. Ouais. J'ai commencé à me plaindre, ça a joué mieux. Donc je pense qu'ils sont tous en fait à nous écouter. Mais très clairement, faut aller chercher un vétéran. Le trade obvious, c'est Joe Flacco ou Kirk Cousins ou enfin Jameis. Ou Jameis. Faut voir les salaires des uns et des autres, mais prends un gars qui fait avancer la balle, quoi. Franchement. Je suis d'accord avec toi qu'un Joe Flacco, c'est le genre de joueur que tu vas récupérer normalement. Et moi, si je suis les Browns, si je peux récupérer un 4e, 5e tour pour Joe Flacco, je fonce tout de suite. Hein. Ouais. Parce que tu vises rien. Je sais plus si j'en avais. Non, j'en parle pas. J'en parlerai. On n'en a pas parlé là tout de suite, mais dimanche, un épisode va sortir qui s'appelle L'Enfer du Dimanche, animé par Guilty avec Doug et Lala Packers. Et normalement, je ferai aussi partie de cet épisode-là, où on va un peu parler des pires choses sur le mois écoulé. C'est un peu l'objectif de cette émission. Ça sortira dimanche matin. Les Browns, ça fera partie des sujets dont je discute, et notamment la place de QB, où je comprends pas ce qu'ils font. Donc voilà. Hâte d'écouter ça. Teasing. Allez, voilà pour ce gros dossier. GG, je te propose qu'on passe maintenant aux équipes et qu'on fasse la petite évaluation. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Et pour ça, top, flop, top équipe, flop équipe. Allez, par quoi on commence? Eh ben écoute, je vais commencer et on va commencer par les flops parce que pourquoi pas. Et parce que j'ai envie d'en parler. On en a parlé un petit peu au début. J'ai dit j'en parlerai plus tard et c'est maintenant. Les Texans. Ça fait
la première semaine, on s'est dit, ça joue contre les Rams, c'est dur. Bon, accident de parcours, t'en prends que 14, tu fais 14-9, bon, match difficile, mais c'est pas très grave. Why not? Voilà. Semaine 2, on n'en parle pas parce que ça joue en Monday Night Football. Donc on fait le rewind, donc on n'en parle pas trop, et tu perds face aux Bucks 20-19. Ça peut arriver à des gens bien. Ça peut arriver, on s'en sort. Semaine 3, tu joues les Jaguars, match de division. Les Jaguars, c'est pas si mal. Ça joue bien depuis le début de la saison, voilà. Bon, ça reste en fait que ça fait 3 défaites. Donc, certes, t'es proche à chaque fois et tu perds aucun match de plus de 7 points, mais tu les perds les 3. Et Piqué. Et comment dire, et moi c'est surtout au niveau de l'attaque, heureusement qu'il y a Nico Collins, parce que sinon je sais pas ce qu'ils font, parce que défensivement je trouve ça pas mal. Tu prends encore une fois que 14 points face aux Rams, tu prends que 20 points face aux Bucks, dont un drive en fin de match, donc je vais pas dire t'es à 13 parce que tu peux pas parler comme ça sur un match, le match il dure 60 minutes, mais t'arrives à tenir une bonne partie du match. Et en fait, niveau attaque, tu fais 9, 19, 10. C'est trop peu. C'est trop peu pour une équipe qui veut essayer de gagner une division dans une division qui est assez faible mais qui se renforce. Là, on peut le voir cette année. Les Colts, on n'entendait rien du tout. Et on peut le voir dans cette petite description en dessous avec ton marqué « Pardon les Colts ». Mais on n'entendait rien du tout. Ils sont en 3-0. Les Jaguars, moi, j'en attendais encore moins que les Colts. Ils sont en 2-1 et je trouve qu'ils sont à un QB d'être au top du top et d'être une super équipe de NFL. Désolé Trevor, hein, mais pour moi, tu mets un vrai QB là-dedans, ça fonctionne réellement. Les Titans, ça fonctionne pas. Ils sont en 0-3, mais au final, voilà. Les Texans et les Titans ont le même bilan. C'est ce que j'allais dire. Avant saison, j'aurais pu faire une hot take en disant les Titans et les Texans auront le même bilan. Je m'imaginais pas que ce serait un 0-3 au bout de 3 semaines. Ouais, c'est ça. Clairement pas. C'est ça, et en fait, c'est assez... moi, je trouve ça nul du côté des Texans. Ils ont déjà déçu, je trouve, la saison dernière, mais ils gagnaient. Et ils ont gagné un match de playoff l'année dernière, surtout, contre les Chargers. Donc, au final, ils font pas une saison si mal que ça. Mais ils se sont tellement affaiblis au niveau de l'O-line parce que ils attaquent plus. Enfin, certes, t'as plus Joe Mixon parce qu'il est blessé, mais t'as Chubb, Marks. Bon. Non, mais t'as tout dit. En fait, ils ont amputé une escouade qui était indispensable pour que cette équipe tourne bien. On rappelle, c'est la 3e année pour Stroud. Rookie, c'était top. L'année dernière, tout le monde s'est dit sophomore, c'est dur de confirmer. Ok, il n'a pas été parfait, mais la O-line était déjà pas ouf. Et là, on s'est dit, tiens, si les seuls joueurs de talent sur cette O-line, on les faisait partir, il n'y a plus personne. Et c'est marrant parce qu'il y avait des gens sceptiques, mais j'entendais aussi beaucoup le discours de non, mais on assainit les finances, on a investi dans la défense, et puis il y a des mecs qui vont se révéler, et puis on va voir, on pourra ajuster en cours de saison. Mais là, le souci, c'est qu'il faut trader pour 5 joueurs. Il n'y a pas un mec de bon sur cette O-line. Elle prend l'eau tout le temps. Je vais te dire un problème aussi, selon moi, c'est que visiblement ils attendaient, je crois, Donovan Jackson, qui a été drafté aux Vikings, il me semble, un pick devant eux à la draft. Et j'ai l'impression que ça a flingué toute leur intersaison. Peut-être qu'ils attendaient ce garde-là absolument en 24 et ils l'ont pas eu en 25. Ils ont tradé avec les Giants, compris Jackson Dart. Ils ont récupéré un deuxième tour qu'ils ont utilisé sur Higgins. Et en fait, Higgins, une target sur ce match-là. Tu vois, c'est le genre d'exemple où tu as besoin d'avancer quand même. C'est assez compliqué. Et tu n'as pas de ligne offensive. Et du coup, j'ai l'impression que les défenses en fait, s'en foutent un peu de les attaquer la boxe. Il n'y a que 2 sacs sur ce match-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Ton running back, c'est pas un running back difference maker. Parce que Nick Chubb, c'est plus ça. Ou D-Mark, c'est pas ça. Joe Mixon, il n'est pas là. Donc, on peut être chill. La ligne, elle va pas faire le taf de toute manière. Ouais. Donc, à un moment, tu peux y aller à 3 sur une ligne à 5. J'ai l'impression que tu peux choper un sac si tu t'en sors bien. Et après, niveau passe, t'as Nico Collins qui fait du Nico Collins. Et derrière, t'as rien. Pour moi, c'est absolument catastrophique. Et quand tu vois que même Nico Collins perd un ballon, en fait, je sais pas où vont ces Texans. On aura le temps d'en parler quand on va parler du Power Rankings parce qu'ils ont chuté beaucoup. On a enfin pu les noter à leur juste valeur.
Et compliqué les Texans. Et encore une fois, hein, je pense que je vais apprendre mes leçons et que l'année prochaine, je ne ferai pas les mêmes erreurs, mais je commence à me rendre compte de l'impact que je sous-estimais probablement des coaching staff sur les équipes, parce que Demeco Ryans est un coach plutôt à vocation défensive. Ils ont pris Nick Caley en offensive coordinateur, qui au bout de 3 matchs est déjà remis en question. Et en fait, c'est assez dramatique, mais ils ont pris plein, tu l'as dit, hein, t'as parlé de Higgins, mais ils ont aussi pris Jalen Noel, ils ont pris 2 receveurs au 2e tour, plus Nico Collins, plus Christian Kirk, plus Dalton Schultz. Enfin, des cibles, ils en ont. Et en fait, Jalen Noel, c'est une cible aussi, hein, sur ce match-là. Une cible, une réception. Les deux, ils font les deux à eux deux. Hein. Higgins et Noel, les 2 receveurs qu'ils ont récupérés. C'est une réception, une target, 5 yards pour le premier, une réception, une target, 4 yards pour le deuxième. Si seulement c'était à chaque fois pour des touchdowns, on dirait, bon, ligne de stats à la Mike Evans, mais là, c'est pas le cas, et t'as mis 2 deuxième tours là-dessus, c'est... Vraiment, je comprends pas. J'en ai déjà parlé à l'intersaison avec des fans des Texans et tout. Il fallait prendre des joueurs sur la O-line, ils l'ont pas fait, ils ont raté, je pense, leur draft, et ils le payent aujourd'hui. Et on va faire un peu un petit comparatif, mais si on regarde un peu ce qu'ont fait les Vikings, pour moi, c'est ce que les Texans auraient dû faire. Ils ont investi en masse sur la ligne offensive. Ils ont pris Will Fries et quelqu'un d'autre Putain, à chaque fois, j'oublie le deuxième, de quelqu'un d'autre des Colts qu'ils ont récupéré sur la ligne aussi. Plus, ils ont pris Donovan Jackson à la draft. Ils ont récupéré Jordan Mason. Enfin, en fait, ils ont fait quelque chose pour que le QB soit dans les meilleures situations possibles pour pouvoir lancer la balle. Non, c'est pas ce qu'on veut faire. Et ben, c'est dommage. C'est Ryan Kelly que tu cherchais. Merci. Bon, c'est pour ça que le centre venu d'Indiana aussi, je crois. Exactement. C'est pour ça que je le trouvais pas. GG. Je te propose de faire ta flop équipe. Ma flop équipe, écoute, j'en ai parlé un petit peu déjà. J'ai mis les Riders parce que ce match m'a énervé. Alors, au-delà dans mes pronos d'avoir mis Riders. GG pas content, GG boot. Ben ouais, parce que je trouvais que cet effectif était plutôt cohérent sur le papier. Je m'attendais un peu mieux sur le terrain. Et en fait, ce match avait tout du match piège pour les Commanders, puisque Jayden Daniels était absent, ils étaient menés par Marcus Mariota. Tiens, encore une équipe avec un backup drafté haut et un peu talentueux. Et qui fonctionne. Et qui est dans le même esprit que le titulaire. Voilà. Mais voilà, je m'attendais à ce que les Riders puissent profiter de ça. Ils ont montré de belles choses. Il y a quand même un bon effectif. Ils ont récupéré Geno Smith en tant que quarterback. Alexandre le répète souvent, et les fans des Riders sont assez d'accord là-dessus pour dire que c'est leur meilleur QB depuis bien des années. On a évoqué tout à l'heure toutes les cibles. Franchement, c'est pas un top 10 groupe de la ligue, mais il y a quand même du talent. Ils ont pris Gentry au sol. Dans la défense, il y a quand même des beaux leaders, il y a quelques noms intéressants. Alors, je décris pas non plus les Riders comme une équipe qui devait jouer les playoffs, mais pour moi, c'est une équipe qui devait faire entre 6 et 8 victoires et être intéressante dans le jeu. Et typiquement, ce match-là, c'était un match à aller chercher. Et là, en fait, t'en prends plus de 40 contre les Commanders de Mariota, qui tournent pas non plus dingue depuis le début de saison, qui ont perdu Austin Eckler, où il n'y a pas encore la connexion avec McLaurin qui est parfaitement relancé cette année. Et globalement, bon, tu te prends 70 yards sur un retour de coup de pied par Debo, tu te prends des courses de Chris Rodriguez et Jeremy McNichols, enfin, ouais, un peu de sérieux. Franchement, les Riders, il n'y a rien qui va. Je trouve ça désastreux. Et Geno Smith, je suis désolé, je trouve qu'il a forcé énormément de passes. Alors oui, t'es derrière au score, mais je trouve sa prise de décision vraiment pas ouf depuis le début de la saison. Donc voilà, oui, ça trouve très Tucker, notamment le dernier TD qui est déjà un peu en garbage time. Ça sauve un peu la feuille de marque, mais c'est pas fou. Et quand t'as des armes comme celle qu'il a, il faut que ce soit mieux utilisé. Charge encore une fois au coaching staff de mettre les bonnes choses en place. Je suis d'accord avec toi. Moi, les Raiders, j'ai un peu du mal. Ils ont battu que les Patriots cette saison. Ouais, et puis la gueule des Pats. Wow. Et les Patriots qui ont battu que les Dolphins. Pour moi, c'est ces 3 équipes. Voilà, quoi. Tu te retrouves en fait avec des équipes qui, avec un calendrier différent, sont en 0-3 en fait. Et ça s'avère juste qu'ils sont joués, et tant mieux pour eux. Mais tu leur mets
Tu leur mets le parcours des Eagles, tu leur mets le parcours plein d'équipes qui ont eu vraiment beaucoup de matchs compliqués. Les Browns, ils sont en 1-2 en ayant joué. Ils ont joué qui en première semaine? J'ai un doute. Je sais plus. Première semaine, je sais plus. Semaine Si, 2, ils jouent les justement, Ravens. C'était Bengals, Ravens, Packers. Ouais. Eux, ils sont en 1-2. Voilà. Donc les Raiders aussi. Bon, les Patriots aussi. Bref, je pense que les Browns ont un 1-2 beaucoup plus flatteur pas assez flatteur par rapport à leur bilan. Et les Raiders, c'est compliqué. Et à voir s'ils arrivent à faire mieux dans les semaines à venir, en tout cas. GG, ta top équipe est dans la même division. Ouais, top équipe, les Chargers. Les Chargers qui s'imposent vraiment comme la force numéro 1 de cette division. On l'a dit, les Chiefs sont décevants jusqu'à maintenant. Les Riders, j'ai pas besoin de vous refaire le refrain. Et du coup, ils viennent de battre refais le refrain, GG, s'il te plaît. Ouais, les Riders, c'est Je inadmissible. trouve que Jado Smith, il force un peu ses passes. Un tout petit peu. Et heureusement que Trey Tucker prend des catchs dans le garbage time. Mais ils se sont pris des courses de Jeremy McNichols quand même. Hein. Non, je rigole, le mec qui refait tout. En tout cas, là, les Chargers, ouais, qui gagnent contre les Broncos. Match très serré, que les Broncos ont mené jusqu'à la fin du troisième quart. Les Chargers ont été clutch. TD à, je crois, 2 minutes 30 de la fin. Le field goal de la gagne sur le buzzer. Et en fait, je trouve cette équipe très sereine, parfaitement armée. Enfin, il y a un sentiment de sérénité qui se dégage des Chargers. Herbert, sans être hyper propre, distribue bien le ballon et le fait avancer. Au sol, ça perd Najee Harris pour la saison. Hop, on se disait, est-ce que Hampton il va pouvoir prendre le relais? Il l'a fait sans aucun souci. 19 portées, 70 yards, 1 TD. Très bien. Les cibles, on a 6 réceptions chez Quentin Johnson. Resurgence de Quentin Johnson quand même. Ouais, cette saison incroyable. Ce début de saison. C'est enfin le premier tour qui a été drafté. En fait, ouais. Mais dès qu'il a des mains, hein, parce que niveau tracé, il était bon. C'est juste que quand tu lui envoyais la balle, il faisait rien. Est-ce que tu es en train de dire que si on laisse du temps à un jeune joueur, peut-être qu'il progresse? Non, quand même pas. Faut pas. Non. Culture de l'instant, GG. Il faut qu'il gagne tout de suite. Marvin Harrison Jr. est un bust. Ouais, c'est un énorme bust. Et lui, en l'occurrence, il a pas de main et on va regretter ça dans 2 ans quand il sera. C'est des blagues, hein, évidemment. Attention. Hein, je te laisse retourner sur tes receveurs des Chargers. Mais voilà, Hampton 6 réceptions, Gadsden 5, McConkey 4. Ballon ultra réparti, tous entre 40 et 90 yards. Donc l'attaque tourne vraiment bien. Et la défense, mais c'est très drôle. On a fait un top 11 des DB en live jeudi dernier. J'ai dit, mon seul regret, c'est de ne pas avoir placé Derwin James. Derwin James, il sort 12 plaquages, dont 10 en solo, 1 sac. Et donc 4 plaquages pour perte. Enfin, il fait un match monstrueux en leader de cette défense. Moi, les Chargers, je suis vraiment conquis. Et Cameron Dicker est l'un des rares kickers fiables depuis le début de la saison. Je trouve que tout s'aligne bien pour eux et j'espère déjà que ça va tenir dans la durée et que ça se confirmera en playoff parce que je trouve que les Chargers travaillent vraiment bien. Les Chargers, ils sont déjà donc ils sont en 3-0, mais surtout plus important, je trouve, ils sont en 3-0 dans la division parce qu'ils ont gagné les 3 premiers matchs qu'ils ont fait, c'est Chiefs, Raiders, Broncos. C'est ouf. Donc et tu gagnes pas, tu gagnes difficilement ce match-là, mais 27-21 face aux Chiefs, c'est flatteur pour les Chiefs, 29 contre les Raiders et ensuite 23-20 dans un match où tu reviens bien. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est des matchs qui sont différents et que tu gagnes à chaque fois. On parlait en off, GG, des Colts en se disant tiens, ouais, mais les Colts, ils ont joué les Broncos, mais ils ont joué les Titans et les Dolphins. Ouais, mais tu gagnes à chaque fois et t'as pas trop de faiblesse dans ton jeu. Donc, non, les Chargers, c'est très très fort. Et je pense qu'ils sont à une victoire vraiment de. Parce qu'attends, je crois qu'ils jouent une équipe forte très bientôt. Ils jouent les Commanders dans 2 semaines. Et je pense que s'ils sont en 5-0 après le match des Commanders, je pense qu'ils seront très contenders, on va dire. Déjà là, c'est très fort. Et je trouve qu'ils ont la chance d'avoir un calendrier qui est pas si compliqué. À part leur AFC, évidemment, hein, mais tu joues la NFCS, ça va.
Tu joues, il joue quoi d'autre? Attends, j'avais vu l'autre division. Quand- Il joue ma l'AFC question, Sud. c'est quand est-ce qu'ils rejouent les Chiefs, si tu as le calendrier? Oui, il les rejoue en semaine 4, semaine 15. C'est génial parce que les sites pour les playoffs ne seront pas tous attribués. On sera à un mois des playoffs. Les Chiefs potentiellement seront peut-être encore à la traîne, même si ça peut tourner très vite et que cet extrait clippé pourrait faire mal dans 10 semaines. Personne n'ira clipper ça, GG, t'inquiète. Mais potentiellement, ce qui serait très très intéressant, c'est de voir des Chiefs qui viennent pour gagner, pour avoir un meilleur seed en playoff. Et perdre. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire, au moins pour tester ces Chargers dans un moment qui commence à être tendu, parce que les Chargers, on les connaît, c'est très bon en saison régulière. Est-ce que ça va passer le cap en playoff? Moi, j'ai envie d'y croire, hein. J'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup Justin Herbert, mais pour l'instant, ça a déçu en playoff, donc voilà, va falloir voir si ça peut confirmer sur la durée. Totalement d'accord avec toi. Chargers, très très fort. Et on parle d'équipes qui ont confirmé. Moi, je vais parler d'une équipe qui n'a pas du tout confirmé son début de saison dans ma top équipe. Et c'est les Panthers. Les Panthers qui ont fait un début de saison absolument catastrophique en 0-2. La première semaine, c'était horrible. La deuxième semaine contre les Cardinals, ça a été un peu plus intéressant. En fait, le début de match a été cata et la deuxième partie a été beaucoup mieux. Tu perds, mais tu perds en montrant des belles choses. Et du coup, on en discutait un peu avec Franz du Poundcast. Si vous avez envie d'aller écouter un podcast sur les Panthers, je vous invite à aller écouter ce podcast, le Poundcast de Panthers France. Et on en parlait, et ce qui revenait, c'était Bryce Young, quand il peut improviser en fin de match, il est meilleur. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce début de match des Panthers, notamment, qui ont gagné 30-0 face aux Falcons, à préciser quand même, les Falcons qui faisaient un bon début de saison, qui ont fait un super match la semaine dernière, qui ont perdu qui ont perdu très serré contre les Buccaneers en semaine 1. Et en fait, tu joues contre eux et tu te dis, ça va être très compliqué. Début de match, très probablement, il y aura une interception, comme tous les débuts de match de Bryce Young. Non, le premier drive, pour moi, il est chirurgical, il est incroyable, tout se passe très bien. La connexion avec Teta Iroa Macmillan, elle fonctionne comme peu a fonctionné du côté des Panthers depuis un moment. Donc ça, c'est top. Chuba fonctionne bien. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que il aurait pu tourner. Il y a un punt envoyé par les Falcons qui est récupéré, mais mal récupéré, qui est fumble par un rookie, Trevor Etienne, en retour de punt. Donc les Falcons récupèrent la balle très très haut et ils en font rien. Et je trouve que ces Falcons, sans parler des Falcons réellement, pardon, mais les Panthers, moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et donc je voulais en parler, quoi, parce que c'est. T'as un pick six aussi, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, oui. De comment il s'appelle, Michael Penix, qui n'a pas fait un bon match. Hein. Mais il a été benché dans le match. Il a été benché. Si vous avez Sleeper, l'application de Fantasy, la notification c'était Michael Penix a été benché. Et normalement, ils te mettent entre parenthèses parce qu'il est blessé. Donc, ils vont te dire épaule ou je sais pas, genou, jambe, commotion. Et là, ils ont mis mauvais. Le bad entre ouais. parenthèses m'a assassiné devant le Red Zone. Vraiment, je regardais ça, j'ai vu la notif, je me suis dit non, mais les bâtards. Non, mais c'était incroyable. Et comment dire, enfin voilà. Donc moi, je voulais juste mentionner, on va dire, ce début de match qui a été très bon, et ce match complet, hein, qui a été très 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 bon. Voilà. Du côté de Bryce Young, en fait, c'est un match où il fait 16 sur 24, 121 yards à la passe, aucune interception, aucun TD. Tu te dis, ouais, c'est pas ouf. Mais en fait, ça avance quand il faut et ça fonctionne pas mal. Les running backs ont fonctionné. Et voilà. Donc, et même quand tu regardes la ligne de stats, Macmillan, 3 pour 48 sur 8 targets, c'est pas ouf. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment du positif sur ce match-là et je voulais en parler du coup. Et puis, quand tu gagnes 30-0 face à un rival de division, je pense que c'est intéressant d'en parler quand même. Et où je te rejoins, il peut y avoir, tu vois, j'ai pas envie de surréagir à ce match, il peut y avoir un match sans des Falcons, les Panthers ça tourne bien, il y a un gros écart. Mais au-delà de ça, j'ai envie de m'arrêter sur l'action dont tu as parlé avec le fumble sur punt. Et en fait, c'est la réaction des coéquipiers de Etienne qui viennent lui taper sur l'épaule en mode t'inquiète, c'est pas grave, un peu en mode on peut tous faire des erreurs, ça va le faire, on joue, on reste concentré. Ça m'a fait penser exactement à ce qui s'est passé l'année dernière quand ils ont benché Bryce Young,
que Dalton a pris le relais, mais qu'il a aussi mentoré. Ils ont pu remettre Bryce Young, qui s'est remis la tête à l'endroit. J'ai l'impression qu'il y a un environnement sain du côté de chez les Panthers. On n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas en bord de terrain, mais en tout cas, dans ce qui est véhiculé, dans ce qu'on voit à l'image, ça fait vraiment envie, quoi. Tu te dis, ok, il y a un truc qui se passe dans ce groupe. Et ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se développer et évoluer tout au long de la saison. Totalement d'accord. Coucou à France, du coup. Si tu nous écoutes, ça nous fera plaisir de continuer d'en débattre, que ce soit par message ou sur Discord ou dans un autre épisode si jamais cela se passe comme ça. GG, on a parlé de nos équipes. Je te propose qu'on passe maintenant au 2-minute warning. Pour commencer ce 2-minute warning, on va le faire dans l'autre sens. On va commencer par les pronos parce que je suis premier, t'es dernier, donc je trouve ça toujours intéressant d'en parler. Semaine kata, encore une fois GG. 8 bons pronos sur 15 matchs. La semaine dernière, j'avais fait 11. La semaine dernière, t'avais fait 11 avant le comment dire. Ouais, t'avais fait 12. T'avais fait 12. Et là, j'avoue, d'où mon coup de gueule, par exemple, contre les Riders, j'avoue que... T'as fait ton hipster. Un petit peu. Ouais, non, mais voilà. En fait, il y avait beaucoup d'absents. Il y a des équipes, je pensais qu'elles allaient débloquer leur compteur. Genre, j'ai mis les Texans contre les Jags. En fait, j'aurais dû faire la méthode PA, aller voir les cotes et puis mettre que les favoris. C'est exactement ce qu'il faut faire normalement. Et PA a fait 11 points d'ailleurs. Mais c'est Anto cette semaine qui fait le meilleur bilan avec 12 bonnes réponses. Ce qui est quand même pas mal alors qu'il reste un match. Donc il peut être jusqu'à 13. Et sinon, dans le classement général, je suis premier avec Guilty. Et Anto et Doug sont deuxième, on va dire. Ils sont troisième ex aequo avec un point d'écart. Trey à 33. Parce qu'on est 35, 34, 33. Thibaut PA 31. Alexandre 29. Et GG 28. Ouais, cette semaine fait mal. On a connu mieux. Allez, on va aller se regarder tous les matchs dont on n'a pas réellement parlé. Les Dolphins ont perdu face aux Bills 21-31 dans le Thursday Night Football, dans un match qui est un peu plus serré que ce qu'on s'y attendait. Ouais, mais globalement, l'enseignement, c'est de donner de l'argent à James Cook et il fera des yards. Exactement. Les Dolphins qui ont dit qu'elle allait être patient avec McDaniel, mon plus grand bonheur. McDaniel qui a quand même dit... Ce match, c'est la faute du quarterback. Ouais, clairement. C'est beaucoup plus intéressant de lire les résultats de la conférence de presse de Mike McDaniel que de les écouter. Moi, avec mon anglais, j'ai un très très bon anglais, je suis fatigué de l'écouter. En fait, j'ai l'impression d'écouter je sais même pas ce que j'ai l'impression d'écouter. Un drogué qui est en train de parler. J'allais dire un trader de la défense en after work le jeudi. Après avoir fini bien trop tard. Exactement. Enfin voilà, donc les Dolphins en 0-3, les Bills en 3-0. Les Falcons ont perdu 30-0 contre les Panthers, on en a parlé. Les Browns ont fait la surprise de la semaine en battant les Packers 13-10. Une bonne défense des Browns, quand même, qui est assez impressionnante. Ouais. Défense incroyable, Judkins au sol qui est vraiment pas mal. Presque déçu que ce début de saison n'ait pas tourné encore un peu plus positif et que ce soit la faute de Flacco qui fait son âge depuis le début de l'année. Ouais, et les Packers, il y en a beaucoup qui commencent à leur tomber dessus. Je rappelle que ce qu'on dit beaucoup, c'est que la défense des Packers est exceptionnelle et que l'attaque a un peu plus de mal. En fait, tu prends que 13 points. Donc c'est pas, défensivement, tu finis un match à 13, normalement, c'est plutôt pas mal. Mais t'en mets que 10. T'en mets que 10 parce que t'as une défense des Browns qui est monstrueuse. Les Jaguars ont gagné 17-10 face aux Texans. Les Vikings 48-10 face aux Bengals. Les Steelers ont battu les Patriots 21-14 dans un match qui a été marqué par un nombre de fumbles absolument incroyable du côté des Patriots. Je crois qu'il y en a eu 4. Je crois que c'est même 5. C'est même 5. Parce que je sais qu'il y en a eu 2 de Stevenson, un de Gibson, un de May, peut-être 2 de May. Ouais, il y a eu beaucoup trop de ballons perdus. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait quand on parlait des victoires pas forcément rassurantes. Quand tu vois les Steelers qui gagnent d'un TD contre ces Patriots-là. Non, c'est pas ouf. Mais les Steelers, globalement, on était assez emballés sur la première semaine, mais défensivement, c'est vraiment pas ouf. Et c'est un peu meilleur, mais je pense que c'est plus dû à l'attaque des Patriots qui est vraiment pas bonne. Et moi, ce que j'aime quand même pas mal, c'est le TD de DK Metcalf est quand même très très beau. Si vous l'avez pas vu, c'est pour arriver à garder les jambes sur le terrain à ce moment-là, c'est très bien. Donc, et parce que je n'y croyais plus, le début de saison de Warren au sol est très très explosif. Je trouve ça
assez impressionnants. Ouais, surtout quand Caleb Johnson, le rookie, fait absolument rien du tout. Match suivant, les Rams ont craqué complètement. Ils menaient 26-9, il me semble, ou 26-7. Je crois 26-7. Ils ont au final perdu 33-26. Bon, les Eagles qui arrivent à remonter et à resserrer les boulons quand ça commence à tout dérailler. Resserrer les boulons, chez les Eagles, ça s'appelle commencer à lancer les ballons. Plutôt. Oui. Tu l'as mal prononcé, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant de voir que cette équipe peut quand même lancer la balle. Parce qu'ils ont. Après, je les comprends parce que moi, j'aurais aussi peur. T'as que Jalen Hurts qui te lance les ballons. C'est quand même pas ouf. Et t'as A.J. Brown, c'est pas ouf à la réception. T'as Dallas Goedert, c'est vraiment pas ouf. Et Devonta Smith, c'est vraiment pas ouf non plus. Moi, je comprends que tu te dises courons. Tu vois. Ouais. Et puis même à la réception, je veux dire, Saquon Barkley en réception de passe, c'est pas ouf non plus. Autant le mettre en bloqueur, c'est là où je trouve qu'il apporte le plus. Après, je les comprends quand tu peux faire du push, que de toute façon, les arbitres ont décidé de pas du tout arbitrer cette phase de jeu, donc que tout le monde peut partir avant que le ballon soit snappé et que tu gagnes 3 yards par 3 yards. Franchement, t'as 4 tentatives, si tu fais 2 yards et demi à chaque fois, tu remontes le terrain. Bon, on m'a dit que les Eagles, au moment où le touche-push serait banni, commenceront à jouer avec pas des genouillères, mais des espèces de matelas au niveau du genou. Comme ça, le genou touchera jamais le sol. Tu vois, c'est la nouvelle technique. Parce que là, aujourd'hui, ils mettent des joueurs en dessous. Donc ça passe, ils peuvent continuer d'avancer. Mais je crois que la prochaine étape, ce sera ça. Et Claude Makelele n'avait pas besoin de matelas pour ne pas poser le genou par terre. Très bien. Merci GG pour cette super intervention. Les Jets ont perdu face aux Buccaneers 29-27 dans un match où les Buccaneers, encore une fois, ont eu un drive pour aller gagner le match. Ça fait 3 matchs consécutifs qu'ils ont un drive pour gagner. Alors on peut le prendre de cette manière-là. On peut aussi se dire qu'avant le dernier drive, ils mènent jamais. Ouais, et puis ils prennent 21-6 dans le dernier quart par des Jets menés par Tyrod Taylor. Les Bucks sont 3-0, mais les Bucks ne sont pas bons depuis le début de l'année. On les a quand même remontés dans notre power ranking parce qu'ils arrivent à s'en sortir. Oui, parce que voilà, tu gagnes, t'es clutch dans les bons moments et tout. Et j'en ai pas parlé dans les blessures et j'espère aussi qu'elle n'est pas grave. Mais Mike Evans est sorti blessé. Il y a beaucoup de trous. La O-line est désastreuse. À chaque fois qu'ils vont jouer une grosse défense, ça c'est va normal. Faire. Tout le monde est blessé. Donc ça me paraît assez logique, même si Tristan Wirfs apparemment reviendra la semaine prochaine, ce qui pourra leur faire que du bien. Les Colts, 41-20 face à tes Titans. Bon, les Colts, ça continue de confirmer. C'est quand même assez monstrueux, je trouve, depuis ce début de saison. Et hâte de voir. Il me semble que la semaine prochaine... Non, attends, je dis des bêtises. Je sais plus contre qui ils jouent la semaine prochaine. Mais je crois que c'est un match qui est assez intéressant. C'est les Rams. Les Rams la semaine prochaine. Vrai test, parce que les Rams ont fait quand même un gros match contre les Eagles, même s'ils ont craqué sur la fin, ça joue pas à grand chose. Exactement. Un mot sur tes Titans, un seul. Ah, je sais pas. Espoir. Espoir, si tu le dis. Si tu le dis. Plusieurs même, désespoir, je pense. Ouais, désespoir, mais en un seul mot toujours. C'était un seul. Les Raiders, on en a parlé, ont perdu 24-41 face aux Commanders. Les Chargers, tu en as parlé, 23-20 face aux Broncos. Les Saints. Coucou John, coucou Elio, coucou Bertrand. Si vous avez envie d'aller écouter un podcast sur les Saints, le French Quarter Podcast, qui je pense, épisode assez salé qui devrait sortir parce qu'ils ont perdu 44-13 face aux Seahawks. 44-13 avec un garbage time qui a commencé au milieu du 3e quart-temps et les titulaires qui n'ont quasiment pas joué du dernier. Oui, il y avait 28-3 10 minutes de la fin du 2e quart-temps. Donc voilà, le match a été plié quand même assez vite. Les Seahawks, par contre, très très intéressant avec notamment Horton, le meilleur Horton depuis Randy, qui franchement, réception, on en parlait lors du rewind précédent. Touchdown qui enfin quand ils visent autre chose que JSN, ils voient qu'ils ont d'autres joueurs. Horton, je trouve ça très intéressant. Retour de punt vraiment magnifique. Donc voilà, si vous avez pas... Oui, pardon. Non mais j'en profite, tu as fait un conseil fantasy tout à l'heure, j'en fais un aussi. Ceux qui ont Cooper Kupp, vendez-le cette semaine, il a fait un match pas dégueu, il a un peu de stats. Horton va prendre de la place et JSN à 50% des targets. Vendez Cooper Kupp pendant qu'il a un tout petit peu de valeur. Totalement. Si vous avez envie de plus de conseils fantasy, n'hésitez pas à aller suivre les Fantasy Ballers. Je crois que le replay de leur live d'hier, donc on enregistre lundi, mais du coup, je crois que c'est ce soir le live, il doit être dispo à ce moment-là, donc n'hésitez pas à aller l'écouter aussi. Les Cowboys continuent d'être la pire défense de la ligue.
et ont perdu 31-14 face à des Bears. À préciser, bon, les Cowboys, c'est pas ouf. Ils ont perdu CeeDee Lamb, t'en as parlé. Touchdown de George Pickens, magnifique, à une main là où il arrive à s'en sortir. Mais moi surtout c'est les Bears. Hein. Les Bears là on commence à voir enfin la patte de Ben Johnson qui tente des choses, des flickers, des passes. T'as l'impression qu'il se disait vas-y on va tenter contre les Cowboys vu que c'est pas ouf. Et ça a bien marché. Donc si les Bears peuvent continuer de faire ça la semaine prochaine, je pense qu'on peut avoir une équipe intéressante. Les Cowboys ils sont à un pass rusher d'avoir une belle défense. Ouais. Et non, plus sérieusement, l'escouade de corner est dépeuplée et ça se voit. Ça se ressent. Et la saison risque d'être compliquée s'ils font pas un ou deux trades d'ajustement. Totalement. Les Cardinals ont perdu face aux 49ers à la dernière seconde, 16-15. Des Cardinals décevants, des 49ers décevants. L'équipe la moins décevante des deux a gagné. C'est bien résumé. Et enfin, je vais pas faire le mec qui a regardé le match puisque je l'ai pas regardé. Les Chiefs ont gagné 22-9 face aux Giants. Très poussif, comme je le disais, hein, quand tu fais briller Thurston et Juju, c'est jamais bon signe. Il n'y a pas grand-chose qui va. Ça... Et les Giants payent un calendrier très, très compliqué. Pas fan des choix de Russell Wilson non plus à la passe, un peu comme Geno Smith. Je m'attendais à mieux de ces deux vétérans. Et ouais, je trouve que les Giants sont mal payés quand on voit le talent qu'il y a sur le front seven, les possibilités sur le jeu au sol, les cibles qu'il y a, parce que Nabers et Robinson en deux, c'est pas si mal, donc un peu déçu. Voilà pour le comment dire, le 2-minute warning qui a duré 11 minutes, donc on va peut-être le renommer en 10-minute warning, je pense, bientôt. Et GG, puisqu'on n'en a pas assez avec le 2-minute warning, je te propose qu'on passe en prolongation. C'est l'heure de l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et pour cet overtime, on va parler du power ranking. Et alors, dans le power ranking, GG, beaucoup de choses ont changé. Hein. Il y a du rouge, il y a du vert absolument partout. Ce qui n'a pas changé, c'est le top. Les 3 premières équipes restent bien, avec les Bills, les Eagles et les Ravens. Et je sais pas, je pense qu'on va commencer quand même par les équipes qui chutent, mais c'est même plus une chute là. C'est un saut en parachute et on va voir si le parachute se déploie à un moment. Les Bengals qui passent en 22. T'as pas été là lors de la concoction du power ranking. Est-ce que tu trouves qu'ils sont bien placés? Et juste en dessous, on a les Texans qui passent de 14 à 9, mais ils avaient rien à faire de 14 à 23, ils avaient rien à faire en 14. Ouais, ils sont dans le bon range. J'aurais pu les descendre encore un petit peu, mais non, ils sont dans le bon range pour l'instant. Très bien. Donc, et on a enfin les Colts qui avaient commencé 29. Hein, la semaine dernière, ils étaient 19. On se disait on attend confirmation. Au final, ils ont joué les Titans. On s'est dit vas-y, on fait une confirmation. Il y a les Titans. Ça, c'est peut-être une petite erreur, mais bon, bref. Là, ils sont 9e maintenant. Ouais. Écoute, globalement, il y a un paquet là. 8e les Chiefs, 9e les Colts, 10e les Commanders, 11e les Rams. Où ces équipes sont plutôt, je trouve, interchangeables, hein, parce que même les Rams qui ont perdu contre les Eagles, c'était sérieux. Moi, les Commanders, je vois beaucoup de belles choses. Je suis assez impressionné. Il y a encore tellement de marge. Et les Chiefs, décevants, mais ça reste les Chiefs. Donc, dans un power ranking, tu les descends jamais trop bas, quoi. Non, c'est ça. Je pense que s'ils avaient perdu, par contre, ils seraient descendus un peu. Mais les Seahawks ont été assez intéressants. Ils montent en 13. Les Chargers montent en 5. Les Packers descendent un petit peu. Après ce match-là face aux Browns, les Browns montent de leur côté. Voilà, donc en tout cas, le Power Ranking sera disponible sur Instagram actualisé avec le Monday Night Football entre les Ravens et les Lions. Super match qui a eu lieu, évidemment. Et GG, qu'est-ce que tu as pensé de ce match qui a eu lieu dans la nuit? Écoute, orgie offensive, je m'avance. Tu t'avances, ouais. Okay. Ouais. Orgie offensive et petit TD exceptionnel de Jahmyr Gibbs. Je suis d'accord. Qui est passé au-dessus de Marlon Humphrey. Voilà. Ouais. En faisant un 360 en plus. Ouais. 360, appui à une main, virgule. Salto arrière pour finir. Exactement. Ouais, franchement, à voir. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à l'imaginer. Ou à ouvrir Madden. Ouais, voilà, clairement. Enfin, voilà, donc pour ce power ranking, il y a vraiment des tiers et je pense qu'à un moment, on fera des séparations et on vous montrera un peu ce qu'on pense parce que quand on voit qu'est-ce que j'ai qui est assez proche et qui est pas proche du tout. Les Lions et les Chiefs, pour moi, c'est proche et c'est pas proche. Les Rams et les Niners, c'est proche et c'est pas proche. Enfin, voilà, il y a plein de... J'ai un très bon exemple, Vikings et Cowboys qui sont 17-18.
Je pense que bientôt ils vont se croiser et qu'ils se reverront pas. Oui, c'est probable qu'il y ait des petits changements à ce niveau-là. Quelque chose à rajouter, GG, sur ce Power Ranking ? C'est toujours un visuel très très beau, donc abonnez-vous sur Insta et en plus on devrait avoir un peu plus de contenu qui va arriver sur Insta. Donc vraiment, pensez à cliquer sur suivre. Sur suivre, suivez-nous. Et suivez-nous absolument partout. X, YouTube, Twitch, Instagram, suivez-nous, le front office. On rappelle que jeudi, pléthore de live, je serai en live sur la chaîne des Outsiders qui sera en direct pour l'Euro Flag 2025 en direct de Créteil où je commenterai les matchs. Je serai là pour la partie technique, c'est vraiment que j'étais le seul dispo. Et vendredi, pareil. Jeudi soir, Battle of the Rooks avec Alexandre qui nous parlera des rookies. Et dimanche, l'enfer du dimanche avec Guilty Doug, Lala Packers et moi-même pour vous parler des pires choses qui ont eu lieu sur le mois. Et je pense que ce sera un épisode bonne humeur. Et n'hésitez pas à venir écouter ça nous fera grand plaisir. GG, quelque chose à rajouter ? C'était un plaisir de faire ce rewind avec toi. C'était plaisir partagé. Voilà, ça me change de PA un peu parce que PA... ça va 2 secondes quoi. Ça va 2 secondes quoi. Il est là, ouais, moi je suis dispo, non mais laisse-nous tranquille. J'ai Stankiss, mais machin. Ouais, on l'a toujours pas vu. Et puis truc, il a fait une fade, c'était un beau catch. Voilà. On n'est pas là pour la technique. Non mais il est fou lui, il est fou. Déjà il faut regarder les matchs. Ouais, ça fait beaucoup là quand même. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve donc jeudi matin déjà pour le preview de la semaine 4. Jeudi midi pour le premier match de l'Euro Flag 2025 sur une autre chaîne que le lien est en description. Jeudi soir pour le live de Alex. Vendredi pour l'Euroflag encore une fois, samedi pour la rediff du live d'Alex et dimanche pour l'enfer du dimanche. Normalement, on devrait être là un peu tout le temps. On dirait la programmation des émissions de Cyril Hanouna, quoi. Donc là, on est W9 et on ne bougera plus jamais. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous de nous suivre. On voit que les écoutes continuent d'augmenter et notamment sur Twitch, ça fait vraiment plaisir. Là, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Donc venez nous voir, ça nous fait vraiment plaisir. GG, je te souhaite une bonne semaine parce que je pense pas qu'on se reverra d'ici là. Et enfin, j'espère qu'on se reverra, mais c'est autre chose ça. Et puis merci à tous. À jeudi et vive le football.